Bonjour, je vous propose une petite présentation de ce que l'on peut faire en fait avec les VM sur la Freebox Delta. Euh, donc Free nous permet de pouvoir avoir 3 CPU au total en fait qui fonctionnent en même temps sur la box. Donc là, ça c'est c'est on va dire l'image sur laquelle je fonctionnais jusqu'à maintenant et que j'essaye en fait de passer sur un autre système, déjà parce que j'ai plus de place et parce qu'au début Linux quand on n'a pas forcément l'habitude on fait quand même pas mal de bêtises, donc on se retrouve vite avec quelque chose de, on va dire, de pas forcément génial. Même si tout fonctionne correctement, mais bon, c'était vraiment on va dire un test de ma part, donc j'avais déjà mis plusieurs environnements. Ce qu'il ne faut jamais faire avec un Linux, puisque au bout d'un moment, enfin, ça bug très rapidement. Donc sur celui-ci, je l'ai mis à un processeur actuellement, tout simplement parce que je le fais tourner simplement pour les requêtes MQTT, donc pour Mosquito. Donc au niveau de la RAM, Free propose jusqu'à un peu moins d'1 giga en fait maximum à partager sur les Linux qu'on va faire tourner. Euh, pour, euh, pour un Linux avec environnement graphique et pas mal de petites choses implantées dessus, c'est suffisant. Après on peut rajouter de la RAM, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté trop de RAM, à vrai dire, j'ai pris un 16 Go. 8 Go est largement suffisant, même avec de Linux qui tourne et pas mal de choses dessus. Donc voilà un petit peu. Mais bon, on peut même laisser dans un premier temps, moi j'ai fait pas mal de choses avec la RAM qui était disponible simplement par Free. Donc je réussissais, enfin Plex tournait facilement, le Piol tournait facilement avec un environnement graphique. Donc voilà, il prenait un petit peu, il dépassait un petit peu sur la swap. Donc ici, l'installation, je l'ai fait avec à peu près le maximum de RAM que propose Free, tout simplement pour voir un petit peu comment ça se passe. De toute manière, on arrête la machine, on peut enlever un processeur, remettre un processeur, ajouter de la RAM, on redémarre, ajouter les USB aussi. Donc, n'étant pas un grand habitué de Linux, pour l'instant, à chaque fois que j'ai fait une installation, j'ai installé un environnement graphique dessus. Donc, ici j'ai Mat, ici j'ai XFCE. Pour l'instant, je préfère Mat, mais bon, voilà, depuis le début, je fonctionne avec Mat et là, je commence à essayer un petit peu, voir autre chose. Après, les environnements graphiques, clairement, je les utilise très peu. Je les utilise essentiellement si je veux télécharger avec UGET installé dessus. Mais comme je télécharge très peu, j'utilise vraiment peu l'environnement graphique. Mais bon, comme je suis débutant, ça permet quand même de pouvoir se repérer aussi de temps en temps dans les dossiers, etc. Euh, donc pour procéder à une installation, je vous montre, je ne vais pas la faire, hein. Donc vous choisissez le nombre de CPU, vous choisissez la RAM que vous voulez allouer. Soit vous pouvez choisir dans les systèmes d'exploitation préinstallés dans une liste, donc je vous montre. Il y a Ubuntu, Debian, une Fedora et JDoom. J'ai testé un petit peu JDoom, mais je n'ai pas forcément bien pris pied dessus. Donc tout ça, ce sont des environnements sans interface graphique. Donc c'est pour ça que personnellement, je suis allé récupérer les ISO sur le site de Debian. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc utilisateur, mot de passe. Hop. Mais donc Free propose vraiment une grande liberté puisqu'on peut installer n'importe quel ISO qu'on va aller récupérer pour ARM64. Donc bien sûr.
Hop. Donc, bah, alors Debian ou Ubuntu, j'ai préféré Debian. Tout simplement parce qu'Ubuntu, j'ai des petits soucis avec les environnements graphiques qui n'ont pas trop voulu tourner sur la Delta. Donc, pour récupérer les ISO, c'est pas ici que ça se passe. Donc la distro vient juste de sortir. Moi, quand je l'ai téléchargée, elle n'était pas encore disponible sur les miroirs. Donc, tant qu'à faire, je vous montre un petit peu aussi. Si vous allez directement ici pour le télécharger, donc c'est celle-ci. Voilà. En règle générale, ça ne fait pas fonctionner l'agrégation en 4G. Donc, dès qu'ils l'auront mis sur les miroirs, donc je vais voir. Ça fait déjà quelques jours que je l'ai mis. Donc, est-ce qu'ils nous l'ont mis ici? Oui, donc c'est parfait. Donc, prenez-la plutôt par ici. Donc, on a dit ARM64. Nous allons prendre l'ISO CD. Donc, avec l'environnement graphique. Et là, si tout se passe bien, voilà. Il n'y a plus de problème d'agrégation, donc ça nous prend bien la 4G, ça sera beaucoup plus rapide. Donc notamment à l'installation du CD. Donc je ne vais pas faire l'installation, mais grosso modo l'installation va se passer en anglais. Vérifiez toujours que votre clavier est bien paramétré en français, mais en l'occurrence, quand je l'ai fait, c'était le cas. Donc sur les paramétrages de base, vous devez choisir la langue, le fuseau horaire, etc. Laissez en fait tel quel. De toute manière, on ne peut pas choisir le français, ni l'Europe, ni etc. Donc ça, vous le mettrez en fait au final. Vous allez repasser en fait tout l'environnement et le paramétrer avec votre clavier. Enfin, le clavier sera bon, mais avec surtout la bonne langue. Donc vous choisissez celui-ci. Vous allez choisir l'ISO que vous avez téléchargé. La RAM, je vous conseille de prendre, alors si vous faites tourner Plex, prenez quand même 25-30 Go, je pense que c'est pas mal pour le principal. Sachant qu'en installation comme ça, j'ai pas réussi à augmenter la grandeur de l'image, alors que quand vous l'installez par l'image de Free, là par contre vous pourrez augmenter en fait la capacité du disque dur. Ici, choisissez bien le répertoire où vous allez mettre en fait toutes vos images dessus. Donc moi je l'ai, je crois, hop, ici. Vous cliquez sur terminer. Alors ouais, je vais le faire de toute manière, peu importe. D'accord, bon, mais là c'est parce que je l'ai déjà installé, donc mais si je l'avais pas fait, voilà, ça se serait lancé, ça aurait créé une machine comme celle-ci, sans l'adresse IP, et à l'allumage, en fait, l'installation va procéder. Donc à l'installation, moi ce que je vous conseille, c'est de choisir donc une source. De choisir Proxat plutôt que le répertoire source classique de Debian. Le Proxat vous fera marcher l'agrégation 4G si vous êtes en agrégation. Sinon, je pense que peu importe au niveau du choix du serveur pour les sources de logiciels. À la toute fin, vous allez donc devoir choisir l'environnement graphique ou les environnements graphiques. Alors prenez-en qu'un, moi c'est vraiment un conseil parce qu'après ça bug. Ce sont des Linux. Donc
j'ai validé la première option qui est l'environnement en fait conseillé par Debian. Donc prenez un environnement léger, donc personnellement je vous conseille Math. Et vous descendez et activez le serveur SSH et le serveur HTTP. Tout simplement parce qu'on en aura, enfin vous en aurez besoin. C'est vraiment ce type de serveur là qui va le plus nous intéresser. À l'installation aussi, valider l'écran virtuel, l'écran virtuel, tout simplement parce qu'à l'installation du Linux, tout sera bien pris en compte. J'aurais tendance aussi à activer les ports USB dès l'installation, notamment le type C. Je ne sais pas si ça fait une grosse différence, mais si vous voulez l'utiliser, autant peut-être le valider à l'installation. Donc les ports USB, il n'y aura, enfin, vous ne pourrez pas les allouer à deux images différentes, bien sûr. Ça sera qu'une seule image. Donc voilà un petit peu pour ça. Après, donc une fois que vous avez fait l'installation, vous avez votre IP qui apparaît ici. Donc en installant si vous avez installé le serveur SSH, le plus simple après pour vous connecter, ça sera avec Windows PowerShell. Donc j'ai fait un clic droit sur le menu démarrer. Donc là vous tombez sur la ligne de commande de Windows. Vous tapez SSH avec votre pseudo et l'IP sur votre réseau en fait de votre image. Donc là par exemple je vais me connecter à celle-ci. Donc il demande le mot de passe, bien sûr. Et donc la première connexion, vous aurez une validation à avoir en fait. Et ensuite vous aurez en fait ce type de connexion. Donc là maintenant je suis sur la Debian, sur l'invite de commande de la Debian. Alors pour les non-initiés, vous avez les flèches. Donc là je fais une flèche en haut, ce qui me rappelle la dernière commande en fait que j'ai tapée. Si je vais plus loin, ça me rappelle les autres commandes. Donc là, History me rappelle en fait toutes les commandes que j'ai déjà tapées. Donc sous moins, enfin tiré, pour se connecter en route, on retape le mot de passe donc on a précédemment tapé pendant l'installation bien sûr. Et là on est connecté en route en fait sur la Debian. Donc on va pouvoir procéder aux installations, etc. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est donc vous commencez à taper ce que vous voulez et quand vous tapez un tab, ça autocomplète en fait la phrase que vous mettez. S'il y a plusieurs possibilités, vous tapez 2 fois et ça met en fait les différentes possibilités qui vous sont offertes au niveau de l'appel. Donc voilà pour ça. Une fois que vous êtes un SSH, donc l'idéal, enfin moi ce que j'ai trouvé l'idéal, c'est d'installer TightVNC. Donc je mettrai le lien en fait sur les commentaires. Donc TightVNC va vous permettre de vous connecter à votre bureau directement avec la connexion bureau à distance de Windows. Donc il faudra peut-être activer celle-ci dans les logiciels gérés par Windows. Je ne me rappelle plus si c'est obligatoire ou pas. Bon, si vous ne le trouvez pas, vous dites et je vous montrerai où cela se situe. Donc sur la connexion bureau à distance, vous rentrez l'IP en fait là où vous voulez accéder. Une fois que TightTNC est installé bien sûr sur le Linux. Et vous allez tomber en fait sur
votre bureau que vous venez d'installer. Donc là, on est sur celle-ci, c'est Debian, c'est Matt, pardon. C'est Debian bien sûr, mais c'est Matt qui est installé. Donc mon petit tour vraiment très très vite fait. Vous avez les différents accessoires, les différentes applications, les emplacements des fichiers et de quoi paramétrer un petit peu votre OS. Ici, ce qui sert pas mal, c'est d'avoir les connexions sur le réseau, les différents IP, etc. Donc je vous montre aussi, tant qu'à faire, à quoi ressemble XFCE. Ah, oups, c'est pas ça que je voulais faire. Non. Donc là je me connecte tout simplement. Donc à savoir, ce sont de nouvelles sessions, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur la session, sur le bureau principal. Hein. C'est vraiment un bureau virtuel qui est dédié. Et donc ça c'est l'environnement XFCE qui regroupe à peu près, en gros les mêmes outils, avec un environnement un petit peu différent. Donc à part pour s'y retrouver un petit peu mieux dans les dossiers, etc. Puisque vous avez tout, vous pourrez naviguer assez simplement. Vous pouvez installer, donc comme je vous disais, par exemple, UGET qui va venir remplacer le gestionnaire de téléchargement qui ne fonctionne pas avec l'agrégation 4G sur la Delta, qui va vous permettre de faire des catégories pour aller télécharger dans tel ou tel dossier. Donc une fois que vous avez fait l'installation, c'est pas, je mettrai le lien, donc c'est un lien pour installer Plex. Donc Plex, on va pouvoir l'installer de deux façons. Par contre, dans tous les cas, il va falloir monter en fait les disques durs réseau et vous allez avoir toute l'explication pour monter en fait ces disques avec ou sans espace, puisqu'il faut vraiment se méfier des espaces qui sont assez chiants, on le dira sur Linux. Et une fois que vous aurez monté tout ça, donc vous ne téléchargerez pas sur l'image en fait de votre OS, mais vous allez bien télécharger sur le disque dur directement en fait de votre box, qui nous permettra donc de pouvoir le gérer aussi par ici, de pouvoir les attacher et de pouvoir voilà, directement retrouver nos téléchargements sur Windows ou sur n'importe quelle machine. Bon, après c'est surtout l'invite de commande qui est intéressante, mais on pourra passer donc soit ici, soit de temps en temps si vous avez des choses à faire dans les dossiers. Je trouve parfois ça plus pratique d'ouvrir la console. Alors ici c'est je ne me rappelle plus, mais normalement voilà, il y a de quoi ouvrir la console directement. Bon, je ne remets pas la main dessus, mais sur le dossier pour pouvoir créer en fait, donc soit on se connecte en route ou pas, pour pouvoir créer des dossiers ou de nouveaux fichiers suivant les tutoriels que vous suivez. Ça permet aussi de jeter un petit coup d'œil sur les ressources qui sont utilisées. Donc là, bon, celle-ci a beaucoup de RAM, hein. Mais par contre, à qu'un processeur, l'environnement graphique tourne à peu près correctement. La RAM 1,2 d'utiliser, il
de choses qui fonctionnent, qui ne devraient pas fonctionner sur cet OS. Donc c'est pas énorme en utilisation. Ici, donc celui-là, je viens juste de l'installer, je le connais un petit peu moins. Voilà, gestionnaire de tâches, on va jeter un petit coup d'œil. Donc celui-là a 2 processeurs. Il a aussi pas mal de choses qui tournent dessus, hein, je vais vous montrer tout à l'heure. Et la mémoire, 78%, je suis à 944 hein, tout à l'heure. Donc bon, ça situe un petit peu par rapport à ce qu'on peut faire là. Donc j'ai As qui tourne dessus. J'ai voilà, As qui tourne dessus avec Piol, Grafana, donc avec InfluBD pour les dashboards. Bref, il y a des choses qui tournent un petit peu. D'où la mémoire utilisée. Donc là, on est avec une interface graphique, forcément on utilise des ressources. Il va bien falloir se déconnecter et la RAM notamment, puisque là on est à 77%, va nettement redescendre une fois qu'on aura notre session qui est fermée. Donc voilà un petit peu pour cette petite présentation. Donc le but du jeu, enfin ce que j'ai trouvé de très intéressant avec cette possibilité, donc c'est notamment l'anti-pub que je trouve Piol qui fonctionne vraiment bien, qui est un serveur DNS. Et donc Grafana que je trouve assez sympa. Donc là je l'ai dans Home Assistant. Donc précédemment sur mon premier OS, j'avais tout installé sur le Linux principal, on va dire, Plex, Piol, etc. etc. Et là en fait, je me suis dit que j'allais passer par un assistant qui avait l'air de proposer l'ensemble, enfin une grosse partie des outils que j'utilisais. Et qui va permettre de grouper, on va dire, sur la même interface l'ensemble de ce qu'on va pouvoir installer. Donc conclusion, si vous n'avez pas, enfin, en mode serveur, ça va vous vraiment permettre de pouvoir installer et gérer, on va dire, son OS sur la box. Bon, je débute, donc c'est pas très beau. Je suis vraiment en train de le découvrir. Il n'a pas l'air très simple, mais disons qu'il a l'air assez complet et surtout il n'y a pas de tarification contrairement à ce que j'ai pu voir, notamment sur JDOM par exemple. Donc à voir si je ne vais pas changer dans l'avenir ou pas, mais disons qu'il m'a permis de simplifier un petit peu mes installations. Voilà un petit peu, donc je reviendrai peut-être sur l'installation de Home Assistant, je mettrai le lien sur les commentaires. Il y a une seule chose en fait, enfin une seule chose. Il y a une chose à savoir, j'ai eu pas mal de choses qui ne voulaient pas démarrer quand je les ai installées sur Home Assistant. Il fallait tout simplement changer les ports pour éviter d'avoir les erreurs, les ports devant être pris, puisque là on est dans un Docker, d'après ce que j'ai saisi sur l'installation que je vous propose. Voilà, écoutez, à bientôt. La prochaine vidéo, je commencerai peut-être à montrer un petit peu pour relever les températures un petit peu partout et faire remonter tout ça ici, qu'on puisse les utiliser. Voilà, à bientôt.